voudrais dire d'abord, en articulant sur ce que vient de dire Nicolas Vavray, que l'investissement dans la créativité, dans les industries de pointe, dans les industries d'avenir, c'est quelque chose qui aux États-Unis est singulièrement fort, mais parce que la plupart des grands esprits qui le peuplent sont d'origine européenne. C'est ce que j'ai vu moi-même, ce que vous avez dit sur la Silicon Valley, je l'ai vu moi aussi, et c'est la reproduction de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et aussitôt après, des esprits créateurs, des esprits européennes et indiennes. Des esprits créateurs et inventeurs sont allés aux États-Unis parce que l'Europe ne leur offrait pas. Mais il n'y a pas de fatalité à ce qu'on exile nos talents, nos cerveaux, et donc il faut se mettre en position pour que... cerveaux. Mais je voulais dire autre chose, oui, très important, c'est que de même que Judith a très joliment articulé son travail de femme de théâtre sur ce débat, cela m'inspire de même que ce que j'ai voulu dire dans ce plaidoyer contre la pensée unique, c'est que, précisément, sans savoir que M. Hollande reprendrait mes thèmes, c'est que ce que l'on peut dénoncer le plus, c'est à travers l'anglais. Donc je prends comme cible, mais pas l'anglais en soi, c'est la langue qui sert de vecteur à la pensée unique, qui est pour essentiel néolibérale. Faire le procès de cette pensée et de la langue qui en est le vecteur, c'est faire le procès de ce qui nous perd tous. Car c'est à raison même de ce que ce développement hypertrophié du profit de la pensée unique néolibérale, je ne dénie pas naturellement un minimum de libéralisme, mais pas sous la forme outrancière que nous vivons aujourd'hui et dont nous sommes les victimes tous, en particulier les classes moyennes, pour parler les plus malheureux. Donc, je voulais dire qu'à travers ce que j'ai essayé de dire contre la pensée unique, il y a la dénonciation d'une certaine idéologie dont l'Europe est la victime, et pas seulement l'Europe, le Japon lui-même, le Brésil lui-même, ou en tout cas les masses laborieuses de ces pays, font les frais de tout cela. Car après tout, à qui rapporte finalement, pour parler de façon extrêmement concrète et explicite, à qui rapporte cette inflation du pouvoir financier? Cela rapporte à qui? Mais à une toute petite frange de la population de tous les pays les plus riches, et pas du tout aux gens auxquels ça devrait être destiné, et chez qui on devrait, en créant ces besoins, pouvoir les satisfaire. Quand on les crée, ce sont des besoins artificiels que les gens n'ont même pas demandé. On les invente. Un exemple très simple, je vais peut-être dire quelque chose qui va révolter tout le monde. Avions-nous besoin des portables? On se débrouillait très bien sans cela. Aujourd'hui, l'inflation est gigantesque, on ne vit plus qu'avec ça, on a l'impression qu'on ne peut plus en vivre. Autrement dit, l'industrie, qui est extrêmement prospère sur ce plan, a créé un besoin totalement inexistant autrefois. Je ne suis pas en train de tenir un discours passéiste, réactionnaire, ou même fasciste, disant porte fermée au progrès et tout. Pas du tout. Les portes fermées au progrès uniquement commandées par le profit et par le calcul que l'on fait de ce que va rapporter, en créant par l'invention même un besoin inexistant, l'inflation des productions industrielles.